Bienvenue à la deuxième partie. Maintenant qu'on a rempli les données qu'on devait remplir à main, c'est-à-dire vos noms, vos prénoms, et dans le rapport étudiant ici, les angles de votre inclinomètre, aussi les chiffres que vous avez obtenus à partir de Capstone pour les paramètres A de la régression quadratique, puis pour les paramètres A, mais A minuscule pour la régression linéaire ou affine. Maintenant que tout ça c'est rentré, là, il va falloir faire des calculs. Et c'est ce vidéo-là qui va les expliquer. Donc, allons-y. Euh, Ici, on doit marquer l'incertitude de l'angle, mais on sait que l'incertitude de l'inclinaison, de l'inclinomètre selon le fabricant, c'est 0,2. Donc, on va marquer égal. Là, je vais cliquer ici, là. Égal. Égal quoi? Ben, égal cette case-là. Donc, I8. Je fais retour de chariot et je viens de... Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de... On va les rentrer, puis après, on va régler l'affichage. Ici, ça s'appelle quoi ça? IR, c'est l'incertitude relative. L'incertitude relative, c'est toujours un calcul. Je vais écrire le calcul juste ici. C'est égal. Égal quoi? L'incertitude absolue, cette case-là, divisée par la mesure. C'est une division. Et voilà, c'est fini. C'est à deux chiffres indicatifs, on l'a. Maintenant, ici, j'ai encore une nouvelle mesure de l'inclinomètre, mais c'est toujours la même incertitude. Donc, je vais faire égal, qui est égal. Puis je vais faire cette, cette valeur-là. Retour de chariot. Maintenant, l'incertitude relative, c'est encore la même chose. Égal, égal quoi? L'incertitude absolue divisée. Divisé, ça, c'est un symbole là, ici de barre oblique, là, divisé par la mesure en tant que telle. Pardon. Et c'est fait. Maintenant, c'est marqué angle moyen minimum. Nous avons 5,68 et 6,19. Il va falloir faire la moyenne. Donc, ce qu'on fait pour la moyenne, on additionne les deux, on divise par deux. Sauf qu'ils veulent avoir la moyenne de la valeur minimale possible. Donc, je vais faire égal. Donc, je vais placer ici. Égal, égal. Là, je vais prendre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse et je vais prendre cet angle-là plus cet angle-là. OK? Et je vais enlever de cette somme-là l'incertitude de la première et je vais enlever l'incertitude de la deuxième. Comme ça, je vais avoir additionné seulement les valeurs les plus petites possibles. Là, je vais diviser par deux. Ça devrait donner un angle moyen qui serait de 5,74. Là, je vais faire la même chose pour l'angle moyen maximal, mais je vais y aller autrement, juste pour le fun. Ça va être égal à quoi? Je vais ouvrir une parenthèse. Je pourrais même ouvrir deux parenthèses, mais ça va revenir au même. Fait que je le fais différemment juste pour voir laquelle que vous préfériez. J'ai ouvert deux parenthèses. Je vais prendre le premier angle. Je vais comme on veut avoir quelque chose de maximum, je vais augmenter sa valeur de son incertitude. Ça va être la valeur la plus grande que je peux avoir. Plus, là, je vais ouvrir encore une parenthèse, puis je vais prendre cet angle-là, ouais, mais je vais l'additionner à son incertitude. Je vais fermer la parenthèse. Comme ça, quand je vais additionner ces deux quantités-là, je vais trouver les deux plus gros angles compte tenu que des incertitudes, puis je vais diviser par deux pour avoir la moyenne. Et ça va me donner une moyenne comme celle-là. Maintenant, là, je veux savoir, bon, puisque l'angle ou l'inclinaison de mon plan incliné est entre 5,74 et 6,14, moi, je veux connaître c'est quoi la valeur entre les deux. C'est quoi la valeur centrale de cette plage de valeurs? Eh bien, pour connaître la valeur centrale à partir des valeurs extrêmes, on fait simplement la moyenne. On fait égal, et égal, égal quoi? J'ouvre une parenthèse, je prends le premier plus le deuxième, et que ça me fait deux fois l'angle, puis là, je divise par deux.
Ça me donne la moyenne. Ça devrait donner l'angle qui est en plein centre de cette plage-là. Son incertitude, ça va être égal à quoi? Son incertitude devrait être égale à, je vais prendre l'étendue de la plage. L'étendue de la plage, c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Donc, l'étendue de la plage, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale. Cette différence-là va me donner une étendue de la plage que je vais diviser par 2. On prend l'étendue de la plage, on la divise par 2. Ça nous donne une incertitude à partir de la valeur centrale. Donc, cette valeur-là, si j'additionne 0,2, je vais trouver celle-là. Si je soustrais 0,2, je vais trouver celle-là. Et la dernière, l'incertitude relative de cette nouvelle mesure-là, ça va être égal à quoi? L'incertitude absolue divisée par la valeur. Là, je n'ai pas tout à fait fini ce rapport-là, ce tableau-là. Parce que il y a trop de chiffres. Souvent en chimie puis en physique, on essaye de exprimer des chiffres pour qu'ils soient le plus lisibles possible. Donc, bon, ici, on n'a pas besoin de choix. Notre instrument de mesure a donné 5,68. On va garder ces chiffres-là, mais on va retirer ici la précision de de notre incertitude qui est supposée être 0,2. Fait que là, je vais y aller avec un seul chiffre significatif. Comment je fais ça pour enlever ça, les chiffres significatifs? Je vais aller à accueil, puis là, je vais aller ici, numérique. C'est-tu ici, numérique? Oui, c'est ça. Je vais retirer des chiffres, comme ça, comme ça, comme ça. J'en ai mis juste un. Après, je vais mettre ici juste un aussi. Je vais prendre ça ici. Je vais retirer un, 2, 3. Puis là, j'ai vraiment, c'est correct. Ici, je vais, bon, ici, ça, c'est un calcul. Ça, c'est l'incertitude. Donc, je vais mettre mon incertitude à un seul chiffre. Puis là, ici, j'ai pas le choix. Ça, c'est ce calcul-là est beaucoup trop précis. Si mon incertitude est précise à un seul chiffre, je vais avoir la même précision pour lui. Donc, je vais devoir enlever des chiffres significatifs ici à celui-là. Bon, là, j'arrive ici. Fait que comme je me mets la même incertitude, et normalement, moi, j'en mets deux. Je mets toujours deux. Je préfère en mettre deux, mais mes collègues sont pas d'accord avec moi. Ils préfèrent prendre l'habitude que les chimistes ont, que les biologistes ont, et en mettre rien qu'un. Mais moi, je permets d'en mettre deux. Je préfère en mettre deux, mais c'est une question de goût pour ici, là, mais je respecte pas la convention du collège ici, là, en faisant ça. Fait que, fait que vous me pardonnerez pour ça, je préfère en mettre deux, moi. Mais si vous en mettez rien qu'un, je vous pénaliserai pas pour ça. OK? Mais j'aime mieux en mettre deux. Voilà pour le tableau. Maintenant, on va aller ici. Ici, c'est le calcul de l'accélération théorique du chariot. Donc, selon la loi de Newton, l'accélération devrait être donnée par cette formule-là, qui a besoin de la gravité, là, le champ gravitationnel, ça c'est G, c'est ça ici, c'est 9,81, ou plus ou moins 0,01. Et on le multiplie par le sinus de l'angle, mais en radian. L'angle qu'on a trouvé qui était celui-là, là, qui est l'angle d'inclinaison, l'angle d'inclinaison du plan. Donc, sans plus tarder, je vais trouver l'erreur, ben, c'est pas l'erreur, mais c'est l'incertitude relative qui est toujours égale à quoi? Égale, OK, égale ici, l'incertitude absolue divisée par la valeur de mon champ gravitationnel. Puis là, j'ai un beau petit 0,10%. Sachez qu'en chimie, ils veulent avoir deux chiffres significatifs pour le pourcentage. Moi, je vais avoir deux chiffres significatifs pour toutes, que ce soit en valeur absolue ou en valeur relative. Mais sachez que mes collègues veulent avoir ça en un seul chiffre significatif pour les valeurs absolues des erreurs. Puis là, je vais aller faire ici des calculs. Bon, ce calcul-là, là, il va être assez simple. Je vais avoir la grandeur de l'accélération le long de l'axe des X minimale. Donc, c'est celle-là, là. Sauf que moi, j'ai des incertitudes. J'ai des incertitudes sur mes angles, j'ai des incertitudes sur le champ gravitationnel. Fait que je vais prendre les valeurs minimum pour trouver ça.
Fait que je vais faire égal, puisque c'est un calcul, je vais commencer par égal. Tiens, je vais me mettre ici, là, dans cette case-là. Égal quoi? Eh bien, G, je l'ai la valeur. G, c'est cette valeur-là. Sauf que je vais mettre une, une parenthèse parce que je ne vais pas prendre la mesure de G. Oui, je vais prendre la mesure. Oui, c'est B22. B22, c'est vraiment cette case-là. Mais comme je vais avoir une valeur minimale, je vais enlever à cette valeur-là son incertitude. Comme ça, je minimise un peu la grandeur du champ gravitationnel en fonction de son erreur absolue. Il faut faire multiplier. Multiplier, c'est un astérix. OK. Multiplier par quoi? Sinus. La fonction sinus existe dans Excel. Hein, c'est celle-ci. C'est la sinus. Et là, je vais placer euh, une autre fonction qui est radian. R-A, R-D. Là, on l'a ici. Hein. Dès que j'ai commencé, il me le donne radian avec un S. Là, je vais placer l'angle. Quel angle je vais prendre? Je vais prendre un angle minimal parce qu'un sinus, ça grandit en fonction de l'angle. Fait que si l'angle est plus petit, le sinus va être plus petit. Fait que je vais prendre le petit angle. Pas lui, ni lui, ni lui. Lui, c'est l'angle en plein milieu. Je vais prendre le plus petit. Là, je ferme ça, je vais retrouver mon radian, puis je ferme encore la parenthèse, je vais trouver mon sinus. Puis là, je vais avoir fait exactement cette formule-là. OK? Fait que ça nous donne au minimum cette accélération-là. Je vais prendre l'accélération maximale. Je vais faire égal. Je vais faire la même chose. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vais prendre le champ gravitationnel. Mais plutôt que de le laisser comme ça, je vais le booster. Je vais l'augmenter de son incertitude. Comme ça, je vais avoir une meilleure accélération, une plus grosse. Ça va être l'accélération maximale. Je vais multiplier par le sinus. Le sinus de quoi? Ben, radian. Radian. Oh, je l'ai déjà. C'est fun, on peut ça complète, ça se complète tout seul. J'ai pas besoin de l'écrire au complet. L'angle, je ne vais pas prendre le petit angle, je ne vais pas prendre celui du milieu, je vais prendre celui qui est le plus grand. Puis je vais fermer ma fonction radian, puis je vais fermer ma fonction sinus. Puis là, je suis prêt à avoir la réponse. Et ça me donne une valeur minimum, une valeur maximum. Là, comme je dois exprimer cette plage de valeurs-là avec une valeur centrale et une incertitude de part et d'autre de la valeur centrale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une égalité, je vais faire égal, puis je vais dire, OK, je vais trouver la valeur centrale. Ben, il y a deux affaires. On peut faire deux affaires. On peut additionner les deux, diviser par deux, ou on peut dire moyenne. Alors, je vais l'essayer. Moyenne de quoi? Ben, de ce nombre-là et de ce nombre-là. Point virgule et de ce nombre-là. Donc, dans le fond, je lui donne un nombre, un point virgule, puis je trouve la moyenne. Ça devrait être le centre. Parce que la moyenne, c'est une mesure centrale. Si j'avais, bon, là, je pourrais le faire autrement aussi. Je pourrais faire, j'ouvre la parenthèse, je prends le premier nombre, j'additionne avec le deuxième nombre, puis comme j'ai additionné deux nombres, ben, je divise par deux, puis ça va me donner la moyenne. Ça aussi, c'est la moyenne. Ça donne la même chose. OK. Maintenant, l'incertitude. L'incertitude, ça va être toujours l'étendue de la plage. L'étendue de la plage, c'est la grande valeur moins la petite valeur. Je ferme ma parenthèse, puis je divise par deux. Je prends la moitié de l'étendue. Parce que puisque je pars de la valeur centrale, je me tasse de la moitié pour la meilleure valeur maximale, puis je me tasse d'une moitié, mais de l'autre côté, pour la valeur minimale. Fait que ça ici, ce serait ma- mon incertitude. Mon incertitude est trouvée. Là, je vais faire l'incertitude relative. L'incertitude relative, je vous le rappelle encore, c'est l'incertitude absolue divisée par la valeur centrale. Là, on a une incertitude relative. Maintenant, on va soigner les chiffres significatifs. Ce chiffre-là, là, bon, ben, ou celui-là, on va mettre un seul chiffre significatif selon mes collègues. C'est ça qu'ils veulent avoir, un seul chiffre significatif. Moi, je préfère en avoir deux, ok. Mais ça serait très bien. Ok. Puis, mais moi, je préfère ça. Et ici, je vais me mettre la même incertitude par rapport à mon incertitude qui est ici. Fait que je vais prendre, je suis au millième, fait que là, je vais rester au millième. Fait que ça, je resterai au millième. Mais si vous aviez fait ça, ceci, là, je serais obligé de mettre ça au centième.
ben, je serais obligé. Pas nécessairement, mais ils aiment ça en chimie là, et en bio, ils aiment ça là, au bout. Là. Mais comme je vous dis, je préfère avoir deux chiffres incertains plutôt que juste un, parce que j'aime mieux la précision, puis c'est pas une erreur. OK? C'est une préférence que j'ai, parce que j'aime plus la précision que l'arrondissement à un seul chiffre. Maintenant, là, on arrive ici, à ce tableau-là. C'est détermination de l'accélération expérimentale du chariot. Tu sais, vous avez eu des données qui ont été enregistrées en fonction de la position, puis ils ont donné ici une analyse qui disait, hey, vous avez un paramètre d'une fonction régressive. Et ce paramètre-là, c'est le A. Sauf que nous autres, on a déjà une équation de la cinématique qui a un T au carré. Puis ça, ce A-là, là, ce serait l'équivalent de l'accélération divisé par 2. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les données de Capstone qui sont ici, puis je vais trouver le A maximum puis le A minimum. On va commencer par le A minimum, c'est égal à quoi? Égal à ceci moins son incertitude. Après, je vais prendre la valeur maximum. Je vais faire égal, je vais faire sa valeur plus son incertitude. Après, je vais trouver que, bon, pour l'accélération, étant donné que l'accélération, c'est dans la fonction là, de notre équation qui disait, écoutez, c'est x0 plus v0 fois t, puis vous avez ici là, une demi fois l'accélération. Fait que là, ce paramètre A, là, il vaut la moitié de l'accélération. Fait que si le paramètre A que vous voyez ici vaut une demi de l'accélération, ben, il faudrait prendre 2 fois A. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire égal, puis je vais dire je vais faire 2 multiplié le 2, là, multiplié par cette valeur-là. Ça va me donner son accélération minimale. Et ici, quand je vais prendre 2 multiplié, OK, on voit ici, là, par quoi? Ben, par la valeur maximale, je vais trouver les deux valeurs les extrêmes. Le petit accélération ou la grande accélération. Puis c'était marqué, je ne sais pas si vous voyez, là, mais si je zoome un peu, là, on voit, on voit que c'est marqué 2A est égal à A. Fait que, faut multiplier par 2 le A pour donner l'accélération. Oui, effectivement. Alors voici, vous voyez, j'ai fait les calculs pour les 4 colonnes. J'ai juste besoin de faire ceci pour faire le calcul pour toutes les autres colonnes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait le calcul dans une ligne, puis après, on reproduit le calcul comme ça, avec cette, euh, cette icône-là, là, ce petit carré-là, là, il sert à faire des recalculs. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont tous des bons calculs. Là. L34, ouais, on voit vraiment là, qu'il a fait un calcul comme celui-ci. Il a fait quoi comme calcul? Il a vraiment fait les bons calculs avec les bonnes cases. Il a juste recopié les calculs. Maintenant, ici, c'est les valeurs extrêmes. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire, OK, ça, c'est les valeurs minimum qu'on peut avoir. Maintenant, dans toutes ces valeurs minimum-là, laquelle est la plus petite? Fait que là, je vais faire ceci. Égal, je vais mettre ici, là, égal. Puis là, je vais dire la fonction min. Minimum, c'est une fonction Excel. Je vais lui dire, ben écoute, je vais te donner plein de nombres, puis je vais te donner toutes les nombres, même les maximums. Choisis-moi dans ces nombres-là le nombre le plus petit possible. Fait que là, il a choisi 12. C'était lui, là. Il a vraiment choisi le plus petit. Et ici, je vais choisir aussi le plus grand. Sauf que je vais marquer max. En max, puis il va vous dire, OK, trouve-moi la valeur maximum de tout ce choix-là. Et je viens de trouver la valeur max. Il me sort celle-ci. Puis c'est vrai, il a bien trouvé. OK. Ça, c'est une belle fonction. Ça, c'est les extrêmes. Autrement dit, de toutes les accélérations que j'ai mesurées, voici les valeurs les plus grandes et les plus petites de l'accélération. Maintenant, on veut connaître l'accélération moyenne. Bien, on va prendre la valeur moyenne entre les deux extrêmes. Fait que je vais faire égal. Puis je vais dire, OK, j'ai besoin de la plus petite valeur plus la grande valeur. Je divise par 2. Je vais trouver la moyenne. Fait que voyez-vous, ça, c'est le centre de cet intervalle-là. C'est le centre de cette plage-là. Et ici, l'incertitude, ça va être
ça va être égal à quoi? Ça va être égal à parenthèse, je vais prendre la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Ça va me donner l'étendue de la plage, mais je ne veux pas l'étendue, je veux partir du centre jusqu'à la valeur maximum. Fait que je vais prendre l'étendue divisé par 2. Et ça donne mon erreur par rapport à la valeur centrale. Donc, ceci vaut la même chose que ceci. Ça, c'est les valeurs extrêmes. Ça, c'est les valeurs centrales avec une demi-fois l'étendue de la plage. Et ici, je vais faire l'erreur relative qui va être l'erreur absolue divisée par la valeur en pourcentage. Là, les gens disent toujours ceci. Quand une erreur est absolue, on met un seul chiffre significatif selon les chimistes et les biologistes. Moi, je préfère deux, mais on pourrait mettre rien qu'un ici, y a pas de problème. Puis là, je vais en mettre rien que. Monsieur, ben là, vous donnez deux ou un, ben, ça ne me dérange pas. OK? Je préfère deux, mais c'est très correct de leur mettre rien qu'un. Si j'en mettais rien qu'un ici, j'aurais ici la même précision. Je suis au millième, puis ça aussi, je suis au millième. Là, je vais me contenter du millième ici. Euh, on arrive ici. Ici, c'est un tableau où on a une régression linéaire, autrement dit, l'accélération dans cette équation-là, c'est le paramètre qui est multiplié dans notre équation de la cinématique, la deuxième équation. Eh bien, dans notre régression linéaire, on va avoir la même. Donc, le A que vous voyez ici, là, c'est l'accélération. Puis on le voit bien, on le voit déjà là. Regardez, ça ici, là, c'était notre accélération qu'on a vue pour les 5 premiers essais. Puis ça va être l'accélération pour les 5 autres prochains. Fait que là, je vais faire la valeur la valeur minimum, qui va être égale à quoi? Cette valeur-là, moins son incertitude. Après, je vais faire égal cette valeur-là plus son incertitude. Après, je vais faire quoi? Ben, ben, ça, c'est mes paramètres A. Mais comme le paramètre A donne l'accélération, mais j'ai pas besoin de faire un calcul, là. Euh, Moi, ici, je faisais un calcul parce que j'avais besoin de doubler ça, mais ici, j'en ai pas besoin de doubler ça. Fait que finalement, c'est deux cases pour rien. C'est celle-ci. C'est carrément celle-ci sans aucun calcul. C'est la même chose. Parfait. Fait que je vais prendre ces valeurs-là qui ont été calculées, puis je vais les recopier là. Ça, c'est le génie d'Excel. Il va recopier des calculs que je n'ai pas besoin d'entrer deux fois. On entre seulement qu'un calcul, puis on le fait faire plusieurs fois. Maintenant, l'extrême, c'est toujours comme tout à l'heure. Je vais prendre le minimum, j'ouvre une parenthèse, puis je choisis trouve-moi le minimum dans tout ça. Il va me le donner. Après, je vais demander la quantité maximale. Donne-moi la quantité maximale, parce que ça, c'est la colonne de maximal. Je vais faire maximal. J'ouvre la parenthèse, puis choisis-moi le maximum dans toutes les accélérations que j'ai pu obtenir à partir des données expérimentales, qui sont des données cinématiques. Ensuite, je vais prendre cet intervalle-là, puis je vais trouver la moyenne. Donc, je vais faire égal. Je peux faire moyenne, ou bien je peux ouvrir la parenthèse, prendre la première, plus la deuxième. Je- Puis là, je les additionne ensemble, puis je divise par deux. Ça va me donner la moyenne. Ici, je vais prendre quoi? Je vais prendre la plus grosse. Donc, j'ouvre la parenthèse, je prends la plus grosse, moins la plus petite. Ça donne l'étendue. Puis l'étendue, elle part pas d'une extrémité à l'autre, elle part du centre, elle part de la valeur centrale qui est ici, puis elle va s'en à la valeur extrême. Donc, je dois prendre l'étendue divisé par deux. Ça va être mon incertitude. Et là, je vais enlever, évidemment, je vais regarder un seul chiffre significatif, comme le propose mon département. Puis là, je vais m'associer là, le même nombre de chiffres incertains. Je vais l'avoir ici. Mais je préfère avoir deux chiffres significatifs. OK? Surtout quand le premier chiffre, c'est un. Là, je vais mettre deux. Puis là, je préfère ça. Mais le fait d'en mettre rien qu'un, c'est pas une erreur. C'est toléré de ma part. Mais des fois, en chimie, ils tolèrent pas ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est question d'obéissance, je pense.
Fait que ça, c'est l'incertitude relative. On fait quoi? Ben, on fait l'incertitude absolue divisé par l'incertitude par la mesure. Puis on l'a. Ici, bon, ça serait deux chiffres significatifs. Je vais en enlever un. Puis là, je suis bien beau. C'est beau. Je continue. Maintenant, il faut faire un diagramme de comparaison. On compare quoi? Les trois plages de valeur. OK, il y a trois plages de valeur à ce qui paraît. Voyons voir. C'est une plage de valeur. Ça, c'est la valeur théorique de l'accélération. Ça, c'est la valeur des cinq premiers essais de l'accélération. Puis ça, c'est la valeur des cinq autres essais, mais avec un graphique de la vitesse en fonction du temps, tandis que ça, c'est des graphiques avec la position en fonction du temps. Puis ça, c'est les équations de Newton qui me donnent ça. Fait que là, je veux faire un diagramme de comparaison entre cette valeur-là, celle-ci et celle-ci. OK, comment on fait ça? Bon, pour pouvoir faire un diagramme de comparaison, on a besoin de fabriquer un graphique. Fait que là, ce graphique-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Insertion. Je vais cliquer ici, Insertion. Puis là, je vais dire, ah, je veux un graphique. Je veux un nuage de points. Fait que là, je vais prendre mon nuage de points. Puis, ah, attendez, il me fait quelque chose là. Je vais recommencer. Excusez-moi. Il y a quelque chose que j'ai pas fait. Faut que je sélectionne aucune, aucune cellule. Aucune cellule particulière. Elle est vide, celle-là. Je vais faire mon insertion d'un graphique de points. Puis là, il va y avoir il y a rien dedans. Il y a rien. Il n'y aura rien dedans. Puis moi, je vais m'en occuper pour mettre des choses dedans. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit. Un clic droit, je vais faire un clic droit, puis là, je vais avoir un menu contextuel. Là, on ne le voit pas bien. Je vais essayer de le faire un peu mieux. À l'écran, là, on voit-tu plus? Ouais, OK. Dans mon menu contextuel, parce que j'ai fait un clic droit, je vais sélectionner des données. En sélectionnant des données, là, ah, vous ne le voyez pas. Colin de bête, vous ne le voyez pas. Je vais essayer de tout tasser. Ah, OK, voilà. Fait que quand tu décides de sélectionner des données, ben là, il faut que tu dises, OK, parfait, je vais faire une nouvelle série de données. Fait que je vais cliquer plus. Cette série-là, je vais l'appeler euh, accélération, ACC point.